Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bienvenue dans ce nouveau bulletin d'information. Au titre de l'actualité aujourd'hui, la nation arabe trouvera sa place dans le monde grâce à une économie forte pour le président Abdelaziz Bouteflika. Sahel à Madrid, la voie pacifique est incontournable pour le règlement des conflits. ONU, Ban Ki-moon appelle un cessez-le-feu au Yémen. Ukraine, arrivée d'instructeurs militaires américains en Ukraine, Moscou proteste. Nous débutons ce journal avec la déclaration du président de la République à l'occasion de la Journée du Savoir et de l'inauguration de l'événement Constantine, capitale de la culture arabe. Abdelaziz Bouteflika s'est dit convaincu que la nation arabe réussira dans ce monde mondialisé grâce à une économie forte et un système éducatif bien établi, dans un message lu en son nom par son conseiller Ben Ammar Zarhoni. Le président Bouteflika a fait savoir que pour la réalisation de cet objectif, nous œuvrons pour que nos enfants ne se nourrissent que du travail de leur terre, ne se vêtissent que de ce que fabriquent leurs usines et ne prennent comme source de réflexion et de vie que leur culture propre. Ajoutant que nous nous employons également à ce que le système d'éducation soit le meilleur moyen d'ancrer l'identité de nos enfants à travers un renforcement de leurs connaissances et de leurs potentialités et leur ouverture aux cultures et langues universelles, notamment en tirant avantage des progrès technologiques. Nous continuerons d'œuvrer avec détermination pour que leur soient assurées toutes les conditions nécessaires à leur épanouissement et qu'ils puissent ainsi occuper la place qui est la leur au service de leur pays, a-t-il assuré, se disant certain qu'ils auront l'opportunité de participer positivement à la renaissance de l'Algérie qu'ils chérissent tant. Il a, dans le même sillage, exhorté tous les enfants de l'Algérie à s'armer de savoir et à faire preuve d'un patriotisme sans faille. Je voudrais voir en vous toutes et tous, jeunes Algériens, les messagers de la paix, les porteurs du flambeau de la civilisation et de l'humanisme, les gardiens du legs de tous ceux qui ont payé de leur vie le prix de l'indépendance de l'Algérie, a enfin souhaité le président Bouteflika. Toujours à Constantine, le nouveau salon d'honneur de l'aéroport Mohamed Boudiaf a été inauguré jeudi par le Premier ministre Abdelmalek Sellel, peu après son arrivée à la tête d'une délégation comprenant le président de l'Assemblée populaire nationale, l'Arbi Ould Khalifa, plusieurs ministres et de nombreux invités. Financée sur le budget de la wilaya de Constantine, cette infrastructure de 2 niveaux, dont la forme rappelle un avion, inspirée du style arabo-musulman, richement décorée au moyen de matériaux nobles comme le bois sculpté et le marbre, ouvragée par des maîtres artisans locaux, a nécessité un investissement public de 300 millions de dinars. Construit et équipé au bout d'un délai de 12 mois, le salon d'honneur par lequel transiteront les invités attendus dans le cadre de la manifestation Constantine, capitale de la culture arabe 2015, a vu la participation de 6 entreprises. M. Sellel a présidé dans la soirée au nom du président de la République l'ouverture officielle de la manifestation arabe. Sur la diplomatie internationale, la voie pacifique reste la voie incontournable pour le règlement des conflits, a affirmé jeudi soir à Madrid le ministre délégué chargé des affaires maghrébines et africaines, Abdelkader Messahel. C'est notre conviction et nous ne voyons pas d'alternative crédible et productive au dialogue et à la négociation pour la résolution des conflits et crises entre les pays, et ce dans le strict respect du droit international et de la charte de l'Organisation des Nations Unies, a poursuivi M. Messahel. En visite de 2 jours à Madrid, dans le cadre des consultations politiques régulières entre l'Algérie et l'Espagne, il en est ainsi du Sahara occidental, où l'organisation d'un référendum d'autodétermination reste encore à mettre en œuvre, conformément aux résolutions pertinentes de l'Union africaine et de l'ONU et de son Conseil de sécurité, a-t-il par ailleurs souligné. M. Messahel a réaffirmé que cette conviction est une position de principe qui nous guide dans nos relations avec notre voisinage immédiat, ainsi que dans toutes les enceintes et espaces politiques auxquels nous appartenons. Dès lors, a-t-il ajouté, c'est notre conviction qu'œuvrer à la solution de ces crises et conflits par la voie pacifique et le recours au dialogue revient aussi à combattre le terrorisme en le privant de l'environnement chaotique qu'il privilégie. La solution politique isole les groupes terroristes, dévoile leur véritable nature et objectif et permet la mobilisation des ressources disponibles pour mieux les combattre, a-t-il souligné. M. Messahel a entamé jeudi une visite de 2 jours à Madrid, les 16 et 17 avril, sur invitation du secrétaire d'État espagnol aux Affaires étrangères, Ignacio Ibáñez. Des discussions sur les relations bilatérales et la situation dans la région, notamment au Sahel et en Libye, ainsi que la lutte contre le terrorisme, sont prévues entre les 2 responsables. À son arrivée à Madrid, M. Messahel a été reçu au siège du ministère espagnol des Affaires étrangères par le ministre espagnol des Affaires étrangères et de la coopération, José Manuel García Margallo. Le président de la Commission nationale consultative de promotion et de protection des droits de l'homme, M. Farrokh Santini, a plaidé jeudi à Alger pour l'intégration de la surveillance et du respect des droits de l'homme dans la mission des Nations Unies pour le référendum au Sahara occidental. Les droits de l'homme et les droits des peuples sont un même combat et tendent vers un même objectif.
La CNCP-PDH tient à rappeler la position constante et inchangée de l'Algérie quant au droit du peuple sahraoui pour son autodétermination. La MINURSO devrait voir s'élargir ses prérogatives à la question du respect des droits de l'homme au Sahara occidental, a affirmé Maître Santéné, qui s'exprimait lors d'une rencontre avec une délégation du groupe parlementaire de la fraternité et de l'amitié algéro-sahraoui, conduite par la députée Saïda Bounab. Déplorant les violations continues des droits de l'homme dans les territoires sahraouis occupés par les forces policières marocaines, l'intervenant a cité la répression d'une manifestation pacifique dans la ville occupée d'El Ayoun, faisant plus de 40 blessés parmi les Sahraouis qui revendiquaient leur droit légitime à la souveraineté. Réitérant la position de principe de l'Algérie à l'égard de la cause sahraoui, Mme Bounab a appelé à l'élargissement de la mission onusienne, à la surveillance et à la protection des droits de l'homme, tout en insistant sur le consensus dont bénéficie cette cause au sein du Parlement algérien. Saluant le rôle efficace de la diplomatie algérienne sur plusieurs fronts, dont sa défense de la cause sahraoui, Mme Bounab a fait part d'une prochaine campagne de sensibilisation sur le conflit sahraoui. L'action, a-t-elle clarifié, sera menée par l'association qu'elle préside et ciblera la population algérienne des 4 coins du pays afin de mieux faire connaître la cause sahraoui. Côté économie, le groupe Sonatrach et la compagnie Algérie Télécom ont signé une convention cadre pour la mise à disposition des infrastructures en télécommunications pour le passage des câbles de télécommunications dans les canalisations de transport des hydrocarbures, a annoncé Sonatrach. La conclusion de cette convention permettra notamment de régulariser la situation d'utilisation par Algérie Télécom des moyens et supports de Sonatrach, de sécuriser et de fiabiliser le réseau des télécommunications de ce groupe pétrolier et de se conformer à la réglementation en vigueur au niveau national dans le domaine des télécommunications. Dans ce sens, la convention tend à fixer les conditions générales techniques et financières par lesquelles ces deux sociétés publiques s'accordent la prise en charge mutuelle des prestations de mise à disposition des liaisons spécialisées et fibres noires pour l'interconnexion de leurs sites, souligne le communiqué. Il s'agit aussi de la colocation des espaces dans les sites techniques pour l'hébergement des équipements de télécommunications, le droit de passage des câbles de télécommunications dans les canalisations de transport des hydrocarbures de Sonatrach. Par ailleurs, cette convention permettra de réduire la fracture numérique en facilitant l'accès Internet haut et très haut débit, GSM, 3G et la 4G LTE, et ce, notamment dans le sud du pays. L'attentat suicide contre une base militaire de l'ONU au nord du Mali mercredi, qui a fait 3 morts et plusieurs soldats blessés, a été vivement condamné vendredi à Alger par le ministère des Affaires étrangères. Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, qui exprimait la solidarité de l'Algérie avec les familles des victimes, les gouvernements et le peuple nigérien et malien, a ajouté que cette nouvelle agression contre le camp de la MINUSMA à Ansongo montre une fois de plus que la situation au nord du Mali reste fragile. Selon Mongui Hamdi, chef de la MINUSMA, un véhicule suicide a explosé à l'entrée du camp de la MINUSMA à Ansongo. L'attaque a fait 9 blessés, dont 2 grièvement atteints, parmi les casques bleus du contingent du Niger, et provoqué la mort d'au moins 3 civils. 7 autres étant blessés, précise un communiqué de la MINUSMA. Pour rappel, 40 casques bleus ont été tués depuis son déploiement en juillet 2013. Contre les terroristes de Boko Haram, le Nigeria n'a pas besoin d'aide militaire de l'ONU, qui devrait plutôt se concentrer sur l'aide humanitaire et la reconstruction sociale, a assuré aux représentants des Nations Unies le président nigérian. S'exprimant après avoir reçu hier les représentants de l'ONU pour l'Afrique de l'Ouest et centrale, le président Jonathan a affirmé que les forces armées nigérianes, avec l'aide de celles du Tchad, du Niger et du Cameroun, étaient en passe de reprendre les territoires de Boko Haram dans les provinces du nord-est du pays, Borno, Adamawa et Yobe. L'armée nigériane a entamé l'ultime offensive pour reprendre le dernier refuge des insurgés dans la forêt de Sambisa, dans l'est de Borno, a ajouté Goodluck Jonathan, qui cédera la présidence en mai à son successeur Muhammadu Buhari. Selon les autorités nigérianes, c'est dans cette région que pourraient être retenues les quelques 200 adolescentes enlevées il y a 1 an à Chibok par les éléments de Boko Haram. Les Nations Unies, quant à elles, annoncent le chiffre de plus de 1,5 million de personnes qui furent déplacées par le conflit, qui a fait plus de 13 000 morts depuis 6 ans. L'Allemagne s'est rassemblée ce vendredi derrière le président Joachim Gauck et la chancelière Angela Merkel à la cathédrale de Cologne. Un hommage national a été rendu aux 150 victimes du crash de l'A320 dans les Alpes françaises le 24 mars dernier. Angela Merkel et le président de la République fédérale Joachim Gauck assisteront à la messe célébrée à Cologne. Si le scénario du drame est désormais connu,
L'Allemagne s'interroge toujours sur les failles qui ont permis à Andreas Lubitz, diagnostiqué comme psychologiquement fragile, de continuer à piloter. Partout en Allemagne, les drapeaux seront en berne. Vendredi, le pays rend un dernier hommage aux 150 victimes du crash de l'A320 de Germanwings, intervenu le 24 mars dernier. Parmi elles, la moitié était d'origine allemande, dont une classe de lycée de Altern am See, en Rhénanie du Nord-Westphalie. Une messe sera célébrée à la mi-journée dans la cathédrale de Cologne par un archevêque et la présidente de l'église évangélique de Westphalen. 150 bougies seront allumées en mémoire des défunts. 1400 personnes assisteront à l'office funèbre, dont 500 proches des disparus. Les parents d'Andreas Lubitz ont été invités aussi, mais ils ont décidé de ne pas se présenter sur place. Quant aux membres de la Lufthansa qui souhaiteront participer à l'hommage, ils ont été priés de venir en habit civil pour éviter toute tension avec les familles encore en colère. Désormais, les médecins de la Lufthansa sont montrés du doigt. Comme nous l'avons évoqué dans les titres de ce journal, le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, a lancé un appel à un cessez-le-feu immédiat au Yémen. Le Yémen est en feu, a indiqué M. Ban Ki-moon lors d'un dîner du National Press Club à Washington. Il est grand temps de soutenir l'idée de couloir permettant le passage de l'aide qui sauve des vies et de passer à la paix véritable, a-t-il déclaré, précisant que le processus de paix diplomatique soutenu par les Nations Unies est le meilleur moyen pour sortir de cette guerre qui dure depuis longtemps et a des conséquences terrifiantes pour la stabilité régionale. M. Ban Ki-moon a par ailleurs affirmé qu'il était à la recherche d'un nouveau médiateur pouvant être déployé immédiatement dans la région. Le médiateur de l'ONU au Yémen, Jamal Ben Omar, a démissionné alors qu'aucune perspective de règlement ne se dessine après 3 semaines de frappes aériennes menées par la coalition arabe conduite par l'Arabie Saoudite. Il voulait engager toutes les factions dans des discussions politiques, en dépit des prises de territoire au Yémen par les Houthis et du non-respect systématique des accords de trêve. M. Ben Omar était vivement critiqué par les partisans du président Abdelrabou Mansour Hadi et leurs alliés du Golfe, notamment les Saoudiens, qui lui reprochent d'avoir été dupés par les Houthis, qui se sont engagés dans des pourparlers tout en poursuivant leur offensive, selon les diplomates. L'Arabie Saoudite a assuré qu'elle empêchera les rebelles de s'emparer de la totalité du pays, avec lequel elle a une longue frontière. Le vice-président yéménite Khaled Bahah a pour sa part souhaité une action internationale urgente pour secourir la population qui souffre d'une pénurie de vivres et de médicaments, en plus d'un manque d'eau, d'électricité et de carburant. En Ukraine, l'armée américaine a déployé quelques 300 parachutistes de la 163e brigade aéroportée dont la mission est d'entraîner les soldats ukrainiens pour combattre les séparatistes pro-russes, déclenchant vendredi la colère du Kremlin qui crie à la déstabilisation. Environ 300 soldats, d'habitude basés en Italie, seront déployés sur le terrain militaire de Yavoriv, dans la région de Lviv, près de la frontière polonaise où ils vont passer 6 mois. Des instructeurs américains avaient déjà participé à des manœuvres conjointes avec l'armée ukrainienne, mais les parachutistes de la 173e aéroportée vont entraîner pour la première fois 900 soldats de la garde nationale ukrainienne, subordonnés au ministère de l'Intérieur et composés notamment de volontaires ayant fait partie des milices d'autodéfense du Maïdan, mouvement de contestation pro-européen dans le centre de Kiev, réprimé en février 2014. Moscou a aussitôt réagi en fustigeant une présence militaire américaine qui va déstabiliser sérieusement la situation dans cette ex-république soviétique engagée dans un conflit armé avec les séparatistes. La présence de spécialistes d'un pays tiers ne facilite pas le règlement du conflit, a ajouté le porte-parole du Kremlin, Dmitry Peskov, cité par l'agence RIA Novosti. La Russie accuse les États-Unis d'avoir favorisé le soulèvement populaire du Maïdan à Kiev, fin 2013, début 2014, qui a entraîné la chute du régime du président pro-russe Viktor Yanukovych. On suivit l'annexion de la péninsule ukrainienne de la Crimée en mars 2014 et le déclenchement de la rébellion séparatiste pro-russe dans l'est du pays, où Kiev et les Occidentaux accusent la Russie d'armer les rebelles et d'y avoir déployé des troupes régulières, ce que Moscou a toujours catégoriquement démenti. Toutes les couleurs de cheveux ne sont pas bonnes à porter à la Trinity School à Carlisle, au nord de l'Angleterre. Emily Riey, une jeune lycéenne de 17 ans, en a fait les frais. Elle vient d'être exclue de l'établissement pour le seul motif d'avoir les cheveux roux. Stupeur et incompréhension, car la jeune fille n'est pas nouvelle dans l'établissement. Et jusqu'à présent, aucun reproche ne lui avait été fait pour ses cheveux orangés. Cela fait 3 ans que j'ai la même couleur et personne n'a jamais rien dit, explique-t-elle au Daily Mail. Née rousse, Emily soigne sa chevelure qui est devenue de plus en plus brillante et orangée au fil des années. Une mutation qui visiblement ne passe pas auprès de l'administration du lycée qui juge la teinte inappropriée, comme le bleu ou le vert, déjà banni dans le règlement intérieur de l'établissement. Cette injonction à changer de couleur est mal vécue par l'adolescente, qui fait de ses cheveux roux un trait marquant de sa personnalité. D'ailleurs,
Tout le monde à l'école me connaît comme la jeune chanteuse rousse, rajoute dans les colonnes du journal celle qui aime se balader avec sa guitare à la main. Et ses parents la soutiennent. Sa mère Julie renchérit. Emily est naturellement auburn, mais elle a adopté cette couleur depuis tellement longtemps que désormais cela fait partie d'elle. Le règlement intérieur indique clairement que les couleurs non naturelles sont proscrites, comme le bleu ou le vert, mais le roux n'est pas une teinte naturelle. La jeune fille a jusqu'à lundi prochain pour changer de teinte et se plier à la demande de sa direction, mais n'envisage pas de céder. À quelques semaines des examens, elle ne souhaite pas non plus rater des cours importants et a donc proposé de venir en cours les cheveux attachés ou cachés sous un chapeau. Mais la direction du lycée ne semble pas disposée à l'accepter. Le plus drôle, rajoute la jeune fille, c'est que mes cheveux étaient encore plus brillants que maintenant lors de la soirée de gala de l'école et que j'ai gagné le concours de la meilleure coiffure. Merci de nous avoir suivis dans cette nouvelle édition et à bientôt sur Numidia News.